Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous allons nous retrouver une fois encore avec les contes de Blamri, extrait du recueil La Rose Rouge, publié par les éditions Publisud. Ce soir, le premier conte s'appelle Le Papillon. Prête-moi ta plume.
Dans un pays lointain, il y avait un sultan qui désirait marier sa fille unique. Dès que la nouvelle fut répandue, les prétendants vinrent nombreux au palais, chacun se targuant d'être le meilleur parti en tout point. Ne sachant comment choisir son futur gendre parmi tant de jeunes hommes, en apparence tous aussi brillants et méritants les uns que les autres, le sultan se retira dans son jardin pour examiner dans la sérénité la question. Pendant qu'il était ainsi à ses pensées, il aperçut un papillon sur une fleur. Une idée lui traversa l'esprit. Il captura le papillon et l'enferma dans une musette qu'il portait en bandoulière. « Mon gendre sera celui qui saura deviner ce que renferme cette musette, dit-il à haute voix, sans se douter qu'il avait été entendu par sa fille, qui n'était pas loin, occupée à le surveiller depuis un moment. Le sultan revint dans la salle où les prétendants attendaient avec impatience. Il suspendit la musette au-dessus du trône et déclara qu'il donnerait sa fille à celui qui devinerait la chose qui se trouvait dans la musette. Chacun avança un nom pour désigner la chose mystérieuse. Ils pensèrent à tout, mais personne ne fut servi par la chance. Le mot papillon n'effleura jamais leur esprit. Le sultan congédia tout le monde. Il s'apprêtait à se retirer dans ses appartements lorsqu'un prétendant se fit annoncer. C'était l'ogre, descendu de la montagne, non sous les traits hideux et terrifiants d'un monstre, mais métamorphosé en un beau jeune homme aux manières distinguées. L'ayant vu passer sous sa fenêtre, la fille du sultan avait été fortement émue par sa belle apparence. À l'idée que ce jeune homme de rêve allait également être éconduit par son père, elle n'avait pu s'empêcher de lui souffler la bonne réponse à la devinette qui l'attendait. Aussi, quand l'ogre se présenta devant le sultan, il savait déjà ce que renfermait la musette. Il donna la bonne réponse, et le sultan, bien que ne le connaissant pas, lui accorda tout de suite la main de la princesse. Le mariage fut célébré le lendemain. Mais dans la nuit, l'ogre enleva son épouse et regagna le château au sommet de la montagne, où il réintégra sa forme de monstre laid et cruel. De l'euphorie, la princesse passa un désespoir total. Elle pleura en maudissant l'imprudence qui avait été cause de son malheur. Mais elle pleura et se lamenta encore plus lorsque l'ogre se mit à la battre. Chaque matin, au réveil, il la fouettait avec une corde de chanvre qui avait passé la nuit à tremper dans un bassin. Le soir, l'ogre ne dormait qu'après avoir solidement fermé ses mains sur les longues tresses de sa captive et introduit ses pieds dans les jamblés qu'elle portait. Mais Bein el-Khelkhel. Soudée ainsi à lui, la pauvre fille ne pouvait pas faire un mouvement sans le réveiller. Dans son palais, le sultan se consumait lui aussi de désespoir en maudissant la légèreté de son comportement. Se souvenant un jour de la colombe de sa fille, il alla la chercher et rédigea une lettre qu'il lui attacha sous l'aile.
Oiseau, je te préviens, dit-il d'un ton de menace. Si tu ne portes pas cette lettre à ta maîtresse, je t'égorgerai. Tremblant de peur, la colombe prit son envol. Elle monta très haut dans le ciel et se dirigea vers le sommet de la montagne. Elle survola de nombreux châteaux isolés jusqu'au jour où, planant au-dessus d'une tour extrêmement retirée, elle reconnut sa maîtresse qui se trouvait sur la terrasse. Pour attirer son attention, elle décrivit des ronds au-dessus de sa tête. La princesse remarqua l'ombre de l'oiseau sur le sol. Elle leva les yeux et dit à la colombe : « Si tu es ma belle colombe, pose-toi dans mon giron que je t'embrasse. Mais si tu n'es qu'un oiseau égaré, ne t'attarde pas en ces lieux, l'ogre pourrait t'y surprendre. » Alors, la colombe se posa dans le giron de la princesse, qui l'embrassa en pleurant de bonheur. Après avoir lu la lettre de son père, la jeune fille retourna la feuille et rédigea la réponse au verso à l'aide d'un bout de charbon. Munie du message, la colombe repartit aussitôt. Dès que le sultan apprit la situation de sa fille et le lieu où elle était gardée, il se rendit auprès du sage El-Mujarrab pour être conseillé sur les mesures à prendre en l'occurrence. « Trouve la veuve aux 7 garçons. Va chez elle, et tu sauras de quels exploits ses fils sont capables, car il n'y a qu'eux qui puissent délivrer ta fille, » répondit le sage vieillard. Le sultan chercha la veuve aux 7 garçons, il la trouva et se rendit chez elle. « Femme, dis-moi les mérites de tes garçons, » lui demanda-t-il. « Si tu désires les connaître, sultan, va me chercher quelques bobines de soie, puis cache-toi dans cette encoignure et prête l'oreille. » Le sultan s'en alla, et quelques instants plus tard reparut devant la veuve, les bras chargés de bobines de soie. La femme sortit son métier à tisser et se mit à façonner une jolie tunique de soie. Sur ces entrefaites, ses 7 fils rentrèrent. En voyant le bel habit que leur mère était en train de tisser, ils demandèrent « Mère, pour qui tisses-tu ainsi? Que chacun de vous dise de quel exploit il est capable. La tunique sera au plus méritant. » Alors l'aîné des garçons dit « Je suis capable de voir et d'entendre à distance. » « Je suis agile et fort, dit le second. Je saute par-dessus les murailles les plus hautes, mes 6 frères sur mes épaules. Moi, dit le troisième, j'ai la main adroite et discrète. J'ouvre les portes les mieux défendues sans produire le moindre grincement. Je suis capable, dit le quatrième, de voler à la perdrix les œufs qu'elle couve sans même s'en apercevoir. Moi, dit le cinquième, j'ai la main habile et patiente. D'un fourré de ronces, je démêlerai un écheveau de soie. J'ai la jambe si puissante que d'un coup de talon, je pourrais entr'ouvrir le sol, dit le sixième. Lorsque je prends une épée, conclut le benjamin, aucune épée au monde n'est capable de résister à mes coups. Ayant tout entendu, le sultan se montra. Il regarda avec admiration les 7 frères et déclara « Vous êtes tous aussi méritants les uns que les autres. Vos qualités se complètent avec bonheur. En agissant tous ensemble, vous triompherez de l'ogre qui a enlevé ma fille.
Libérez ma fille, et je vous couvrirai d'honneur et de richesse. » Ravis de pouvoir servir le sultan, les 7 frères prirent du viatique et se mirent en route. L'aîné ouvrait la marche. Ses yeux percevaient à distance les moindres mouvements de l'ogre. Au soir du 7e jour, ils aperçurent au loin la haute silhouette du château. L'aîné dit à ses frères: « Arrêtons-nous ici quelques instants. L'ogre n'est pas encore couché. Je le vois, il fait le tour de son château pour s'assurer qu'il n'y a rien d'insolite. Le voilà à présent qui rentre. Il ferme derrière lui 7 portes, et chaque porte comporte 7 serrures. Maintenant, il se trouve avec sa captive. Tous deux se couchent. L'ogre prend les tresses de la princesse dans ses mains et introduit ses pieds dans les khelkhels qu'elle porte. Le sommeil le gagne peu à peu. Ses paupières se ferment. Il dort. Il ronfle. Approchons du château sans crainte. Les 7 garçons s'approchèrent du château, qui était entouré d'une haute muraille de pierre, ne comportant aucune trace de porte. Celui qui était agile et fort mit ses frères sur ses épaules et sauta. Il franchit l'enceinte avec la légèreté et l'aisance d'un oiseau. Celui qui avait la main adroite et discrète avança alors et ouvrit les 7 portes, l'une après l'autre, sans provoquer un seul grincement. Puis ce fut le tour du 4e et du 5e garçon d'intervenir. Ils s'introduisirent en tapinois dans la pièce où l'ogre et la princesse dormaient et se mirent à l'œuvre pour les séparer sans les réveiller. L'un libéra les pieds de l'ogre des jamblés de la princesse, l'autre les tresses de la princesse des mains de l'ogre. Ils prirent ensuite délicatement la princesse et se retirèrent aussi subrepticement qu'ils étaient entrés. Ils retrouvèrent leur frère au pied de la muraille. Aussitôt après, celui qui était agile et fort chargea tout le monde sur ses épaules et sauta de l'autre côté de l'enceinte. Comme la fille du sultan dormait toujours, les 7 frères se relayèrent pour la porter. Ils marchèrent toute la nuit, mais quand l'aube pointa, l'aîné qui voit et entend à distance parla de nouveau. « Frère, l'ogre a cessé de ronfler, il remue sur sa couche, il tâte de la main la place de sa captive. Il écarquille les yeux effarés, il se redresse, il court d'une pièce à l'autre en fulminant, il ne trouve pas la princesse. Il se précipite hors du château, il hume l'air. Il a repéré de quel côté nous sommes partis. Le voilà qui se lance à nos trousses, rapide comme l'éclair. La terre tremble sous ses pas, il approche, il va nous rattraper. » En entendant ces paroles, celui qui avait la jambe puissante donna un formidable coup de talon sur le sol qui s'entr'ouvrit aussitôt. Le groupe entra dans la crevasse et la terre se referma au-dessus des têtes. Alors, l'aîné reprit la parole. « L'ogre est juste au-dessus de nous. Il est dans une colère terrible. Il souffle et bave. Il a perdu notre trace. Il est perplexe. Il tourne en rond, sachant que nous ne sommes pas très loin. Allons-nous demeurer bloqués dans cette crevasse ?» À cette question, le Benjamin, qui n'avait encore rien fait, répondit en brandissant son épée.
Restez là. Je sors pour tuer l'ogre. Je vous appellerai le moment venu. » Sur ce, il donna un coup d'épée et la terre s'entr'ouvrit pour lui livrer passage. En le voyant surgir devant lui, le bras armé et menaçant, l'ogre tira promptement son épée pour faire front. Mais à peine eut-il eu le temps de la lever qu'elle vola en 2 morceaux sous le premier coup du jeune garçon. Désarmé, l'ogre détala. Le jeune garçon le poursuivit. Il le rattrapa et le terrassa d'un coup d'épée qui le transperça de part en part. Il héla ensuite ses frères et tout le groupe se remit en marche, définitivement délivré de la peur de l'ogre. Au 7e jour, les 7 garçons et la princesse arrivèrent à la ville, où le sultan, le cœur serré d'angoisse, attendait impatiemment leur retour. Heureux de retrouver sa fille saine et sauve, le sultan organisa une grande fête à laquelle furent conviés tous les habitants de la ville et couvrit d'honneur et de richesse les héros de cet exploit. C'est étrange, comme un petit papillon de rien du tout peut mener au plus grand destin. Prête-moi ta... Alors, continuons toujours avec Rabih Blamri. Et cette fois-ci, le conte s'appelle Salem et Temtem. Prête-moi ta plume. Il y avait un prince qui avait 7 sœurs. À la mort de son père, son oncle lui suggéra de les enfermer dans un château retiré, avec des provisions pour une durée de 7 ans. Le jeune homme suivit ce conseil et ne s'occupa plus du sort de ses sœurs. Or, abandonnées sans garde, les 7 filles furent toutes enlevées et épousées par 7 ogres qui étaient frères entre eux. Au bout de 7 ans, se souvenant de ses sœurs, le prince se présenta au château pour avoir de leurs nouvelles et pour reconstituer le stock de provisions. Il trouva le château désert et regretta amèrement de n'avoir pas songé à ses sœurs plus tôt. Pendant qu'il était perdu en conjecture sur la cause de leur disparition, il aperçut dans le jardin 2 jolies colombes en train de s'ébattre. Elles étaient si jolies et si gracieuses qu'il voulut les attraper. Il courut derrière elles, mais elles s'envolèrent en lui disant « Moi, je suis Radia, fille de Radi. Si tu me désires, suis-moi au pays de mon père et de mes ancêtres. Et moi, je suis la fille de Gilidil Khdar. Si tu me désires, suis-moi au pays de mon père et de mes ancêtres. » Sentant son cœur brûler du désir de les posséder, le prince enfourcha son cheval et les poursuivit. Mais très vite, il les perdit de vue et ne sut de quel côté se diriger. Après quelques instants d'hésitation, il laissa son cheval aller à sa guise. Le cheval galopa par monts et par vaux, et au bout de 40 jours, il s'arrêta devant un somptueux palais. Le cavalier, en quête d'hospitalité, mit pied à terre et cogna à la porte. Quand celle-ci fut ouverte, il se retrouva à son grand étonnement devant ses 7 sœurs. En le reconnaissant, elles lui sautèrent au cou et l'embrassèrent avec amour. « Que notre frère soit le bienvenu dans notre maison. Nos maris sont des ogres, mais ne crains rien, ce sont des personnes honorables
lui dirent-elles. Elles le firent entrer, puis s'assirent sur le seuil de la porte et attendirent le retour des ogres. Quand enfin ces derniers apparurent, barbouillés de sang et puant la charogne, comme l'exigeait leur état d'ogre, elles se portèrent à leur rencontre et leur dirent « Nos maris, ne nous faites pas honte. Notre frère est là. Vite, lavez-vous, rasez vos longues barbes et mettez du linge propre avant d'aller lui souhaiter la bienvenue. » Les ogres, qui aimaient beaucoup leurs femmes, s'empressèrent de faire leur toilette. Puis, parfumés et proprement vêtus, ils allèrent saluer leur beau-frère. « Que notre beau-frère soit le bienvenu dans notre maison. S'il a besoin de puissance pour écraser ses ennemis, nous renverserons les montagnes pour lui. S'il a besoin de richesse, nous le pourvoirons en chameaux fabuleusement chargés. Que notre beau-frère exprime son désir. » « Non, répondit le prince, je n'ai besoin ni de puissance ni de richesse. Je cours derrière 2 belles colombes que j'aimerais épouser. Viens avec nous, nous allons consulter notre père. Il n'ignore rien des secrets de l'univers et saura te dire où se trouvent les 2 colombes. Le père des ogres vivait au fond du puits. Ses 7 fils se penchèrent par-dessus la margelle et le hélèrent. « Père, notre beau-frère est parmi nous. »« Nous mangerons le petit de l'âne, » répondit le père. « Père, nous te disons que notre beau-frère est venu nous voir, » reprirent les 7 ogres d'une voix tonitruante. « Nous mangerons le petit de la colombe, » répondit le vieil ogre. « Père, nous te disons que notre beau-frère est parmi nous, » lancèrent de nouveau les 7 ogres. « Eh bien, souhaitons à notre parent la bienvenue, » dit enfin le vieil ogre. « S'il a besoin de puissance pour écraser ses ennemis, nous renverserons les montagnes pour lui. S'il a besoin de richesse, nous le pourvoirons en chameaux fabuleusement chargés. »« Non, père, » répliquèrent les 7 ogres, « il n'a besoin ni de puissance ni de richesse. Il court derrière 2 belles colombes qu'il désire épouser. Qu'il aille donc sur la montagne qui lui fait face. Il y trouvera les 2 colombes, sous l'aspect de 2 ravissantes jeunes femmes. Elles n'y sont pas seules. 2 ogres les protègent. Le premier s'appelle Selm et le second Tum-Tum. Le prince se mit aussitôt en selle et partit au grand galop en direction de la montagne qui lui faisait face. Quand il y parvint, 2 jeunes femmes d'une beauté inestimable, accompagnées de 2 ogres, l'attendaient effectivement. Elles lui firent fête et consentirent à devenir ses épouses comme promis. Après la célébration du mariage qui dura 7 jours et 7 nuits, le prince ramena ses 2 femmes et les 2 ogres dans son palais. Dès qu'il aperçut les 2 femmes, l'oncle du prince les convoita. Aussi résolut-il de se débarrasser de son neveu afin de se les approprier en toute impunité. Il envoya donc ce dernier chasser la gazelle et le renard. Au cavalier qui accompagnait le prince, il donna comme ordre de lui crever les yeux et de l'abandonner au milieu des sables sous le soleil brûlant. Dès l'aube, ils partirent en quête du gibier. Ils abattirent un grand nombre d'animaux. À midi, pour déjeuner, ils firent un succulent méchoui. Le prince eut droit au meilleur morceau. Il mangea avec appétit.
Puis, comme la viande était abondamment salée et épicée, il demanda de l'eau pour étancher sa soif. « Non, dirent ceux qui avaient la garde des outres, nous ne te donnerons pas à boire. »« Mais j'ai très soif, » répliqua le prince angoissé. « Nous savons bien cela, mais tu n'auras de l'eau que si tu acceptes d'avoir un œil crevé. » Le prince implora longuement la pitié de ses compagnons, mais ceux-ci demeurèrent intraitables. Alors, ne pouvant plus supporter la soif qui lui brûlait les entrailles, il se plia à leurs exigences. Les chasseurs lui crevèrent un œil, puis lui offrirent à boire avec parcimonie. « Maintenant que vous m'avez crevé un œil, laissez-moi au moins étancher ma soif, » supplia le prince. « Tu n'étancheras ta soif que si tu acceptes qu'on te crève l'autre œil, » répondirent les chasseurs. Le prince était tellement torturé par la soif qu'il consentit à sacrifier son second œil. Après lui avoir crevé l'œil, les chasseurs s'empressèrent de partir, l'abandonnant ainsi dans le désert, seul, sans yeux et sans une goutte d'eau. Après avoir vainement crié à l'aide, le malheureux prince se mit à marcher dans les sables. Il confia son sort à Dieu et ne tarda pas à rencontrer sur son chemin un arbre, au pied duquel il décida de rester, protégé du soleil par le feuillage. Or, quand le jour tomba, une famille de vautours vint se poser sur les branches de l'arbre pour passer la nuit. Les vautours, qui avaient l'habitude de se serrer autour de leur vieux père pour lui tenir chaud, s'éparpillèrent sur les différentes branches. Ne comprenant pas pourquoi ses enfants l'abandonnaient ainsi subitement à la fraîcheur de la nuit, le vieux vautour dit « Mes enfants, que vous ai-je donc fait pour que vous me traitiez si durement ce soir ? Je n'ai pas de plumes et la nuit est bien fraîche. » Alors les jeunes vautours dirent « Et celui qui se trouve au pied de l'arbre, as-tu mesuré sa souffrance ? Ne sais-tu pas qu'il meurt de soif ? Pourquoi ne fais-tu rien pour lui ?» Le vieux vautour regarda au pied de l'arbre et aperçut le jeune homme recroquevillé. « Oh, que Dieu me pardonne, je ne l'ai pas vu. Dites-lui donc de tâter le sol devant lui. Il y a une pierre sous laquelle coule un ruisseau. Qu'il la déplace et l'eau jaillira en abondance. » Le prince, qui écoutait, avança la main et trouva une pierre. Comme elle n'était pas grosse, il la poussa de côté et aussitôt, une source jaillit devant lui. Il se pencha dessus et but goulûment. Alors seulement les jeunes vautours se serrèrent autour de leur père. Ils y passèrent la nuit et le lendemain à l'aube, s'envolèrent pour aller chercher au loin leur pitance. Cependant, ils y revinrent le soir, et comme la veille, s'éparpillèrent sur les différentes branches, laissant leur vieux père dénudé, seul, face à la fraîcheur de l'air. « Mes enfants, que vous ai-je donc fait pour que vous me traitiez si durement ? Je n'ai pas de plumes et la nuit est bien fraîche. » dit le vieux vautour. Et les autres vautours de répondre. « Et celui qui se trouve au pied de l'arbre, as-tu mesuré son infortune ? Il est aveugle, et le monde n'est que ténèbres pour lui. Pourquoi donc ne fais-tu rien pour lui ? » « Oh, que Dieu me pardonne ma distraction, je l'ai oublié, mais dites-lui de lever la main et d'arracher quelques feuilles de cet arbre, qui se frotte les yeux avec, et la vue lui reviendra.
Le prince, qui écoutait, tendit la main vers les branches d'où il arracha quelques feuilles. Il frotta ses yeux, et sur-le-champ, il recouvra la vue. Alors seulement les jeunes vautours se pressèrent autour de leur vieux père pour lui tenir chaud. Le prince passa la nuit au pied de l'arbre, et à l'aube il se mit en marche. Il n'oublia pas de prendre avec lui quelques-unes des feuilles qui lui avaient rendu la vue. Il marcha des jours et des jours avant d'atteindre une maison solitaire. Il frappa à la porte et une vieille lui ouvrit. Elle le fit entrer, lui donna à manger, puis se remit devant l'outre allée qu'elle était en train de barater. Après un moment, se souvenant qu'elle n'avait plus assez d'eau à la maison, la femme prit un seau et se rendit à la source, non sans avoir chargé l'étranger de la surveillance de l'outre allée que les chiens risquaient d'éventrer. Resté seul, le prince délia la cordelette qui fermait l'outre et laissa tomber dans le lait quelques feuilles de l'arbre au vautour. Aussitôt, tout le lait se transforma en beurre. Quand la femme rentra et qu'elle constata tout le beurre que son lait avait donné, sa joie ne connut plus de bornes, car jamais elle n'avait obtenu un tel résultat. Son imagination relia immédiatement ce signe d'abondance à la présence de l'étranger envers qui elle redoubla de prévenance. Pour lui faire grand honneur et bon repas, elle n'hésita pas à sacrifier l'unique chevreau qu'elle possédait. Le soir, quand le repas était sur le point d'être servi, le fils de la femme rentra. Il était de l'âge du prince et portait l'équipement des guerriers. Après les présentations d'usage et le dîner pris en commun, le prince lui demanda pour qui il combattait. « Je combats pour un seigneur contre 2 ogres, Selm et Temtem, qui défendent leurs 2 maîtresses. Ces femmes sont les épouses du neveu du seigneur. Après avoir fait disparaître son neveu dans le désert, il veut lui ravir ses femmes. » Le prince écouta sans rien dire. Il ne dévoila pas son identité, mais lorsque son hôte termina son récit, il le pria de lui prêter armes et cheval pour aller faire la guerre à sa place le lendemain. Le jeune guerrier accepta. Et à l'aube, le prince, armé et déguisé, se présenta sur le champ de bataille. Si son oncle et tous les autres combattants ne le reconnurent pas, les 2 ogres décelèrent aisément sa présence et l'épargnèrent volontairement au cours de leurs assauts incessants. À la fin de la journée, quand ils revinrent auprès de leur maîtresse, les 2 ogres dirent « Nous avons vu notre maître, nous l'avons reconnu sous son déguisement. Il se trouvait parmi nos ennemis et faisait semblant de nous combattre. » « Vous divaguez, garçon. Comment pourrait-il être là, puisque ses ennemis l'ont abandonné au milieu des sables, après lui avoir crevé les yeux ?» répondirent les 2 femmes, en versant d'abondantes larmes. Quand le prince retourna chez ses hôtes, il se fit connaître, puis demanda qu'on lui remplît 2 petites outres de sang animal. Après avoir prêté au prince serment d'allégeance, le fils de la femme s'empressa de saigner le bouc et de recueillir tout le sang. Le lendemain, le prince prit les 2 outres remplies de sang et revint sur le champ de bataille sous le même déguisement que la veille. Il fit semblant de combattre et fonça droit sur les 2 ogres qu'il avait déjà reconnus.
Dès qu'il fut à leur hauteur, il lança violemment sur eux les 2 autres qui ne manquèrent pas d'éclater sous le choc. Le sang se répandit et couvrit entièrement les 2 ogres. Comprenant qu'il ne s'agissait là que d'une ruse imaginée par leur maître, Selem et Temtem se laissèrent choir par terre comme blessés à mort. Les supposant enfin terrassés, l'oncle et ses hommes accoururent en criant de joie pour investir le palais du prince et ravir les 2 femmes. Les 2 ogres les laissèrent approcher de l'enceinte du château. Puis, tout à coup, ils se redressèrent et les encerclèrent. Pris au piège, les ennemis furent tous exterminés. C'est ainsi que le prince revint auprès de ses 2 femmes, il s'appropria les biens de son oncle et gouverna dans la paix. Prête-moi ta plume. Voilà, chers amis, je vous laisse à de beaux et doux rêves et je vous dis à demain soir, toujours à la même heure, à minuit. Bonne nuit, à demain. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume.
Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Zaza luna capresa sole mio. Arriva Gigi l'amoroso. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller le voir. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi. Mais Gigi aimait trop sa liberté jusqu'au jour où une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur brisé, ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Et là, devant la foule, il a chanté Zaza luna capresa sole mio. Gigi, quand le train a disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Et le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Et oui, le village avait bien changé. Et moi, des années ont passé, 5 hivers, 5 étés. No news, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence,
la nuit dans le silence, oubliant nos costumes et nos instruments, on entendait venir comme une larme, un soupir du fond de la salle cette mélodie. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures, Gigi, tu pleures. Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors? Qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'americano? Tu sei Vincio, non? Tu sei Giuseppe Fabrizio Luca Santini et tu es napolitain. Écoute, Giorgio s'est mis à la guitare. Attends, Sandro est là aussi. Mais tu ne peux pas t'en aller comme ça. Ici, tu es chez toi. Ici, tu es le roi. Tu les entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante, c'est ton public. Chante pour eux. Chante pour moi, qui n'ai jamais su te parler. Oui, vas-y. Bravo, Gigi, chante, bravo. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Zaza Luna Caprese